Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Laura. Alors avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais pour nos spectateurs qu'on recontextualise. Je sais qu'avant, toutes les communes géraient leur eau, mais depuis janvier 2020, la loi a obligé les communautés d'agglomération à reprendre la main, notamment pour mutualiser les moyens. Christophe Rivinc, en 2020, quel constat a été fait sur le réseau d'eau d'Alès Agglomération qui donc auparavant était géré par chaque commune ? Oui, chaque commune ou syndicat de communes, qui avaient à l'époque créé même leur propre réseau. Donc le législateur avait décidé, et ça partait d'un bon sentiment, c'était pour permettre de réaliser des gros investissements et répondre aux normes, je pense qu'on va y venir. Et donc la loi prévoyait que pour les seuls agglos, et j'insiste bien là-dessus, puisque les communautés de communes, elles, ne sont pas concernées, devaient prendre la compétence eau et assainissement. Et quand on va parler d'eau aujourd'hui, on va parler également d'assainissement, puisque effectivement, notamment sur la facture, on va le voir, on parle des deux, donc l'eau qui est produite et qui arrive au robinet, et l'assainissement qui gère les eaux usées. Donc voilà, donc on a pris des compétences sur un territoire de 72 communes, puisque je rappelle aussi qu'en 2020, voilà 3 ans que la dernière fusion de communautés de communes avec l'agglo d'Alès avait eu lieu, et donc il a fallu prendre un réseau énorme dans un état très différent suivant les secteurs, avec des secteurs en bon état, sur le syndicat de la Veine et quelques autres syndicats notamment préexistants, et puis après nous avons dû faire un bilan global, et je pense qu'on va parler de chiffres aussi. On va voir que la longueur des réseaux qu'on a récupéré, le nombre de captages impressionnants et le travail colossal qu'il a fallu fournir à la fois pour avoir un bilan réel de la situation et puis pour mettre petit à petit aux normes, nous conduit aujourd'hui à donner des explications justement nécessaires à la population sur ce grand problème de l'eau, qui est un problème local, mais qui est un problème national et international, et sur lequel, effectivement, nous sommes compétents. Stéphane Guay, pour que les gens se rendent un peu mieux compte, est-ce que vous avez des chiffres clés à leur donner sur le réseau d'eau d'Alès Agglomération ? Alors, le réseau d'eau d'Alès Agglomération est particulièrement vaste et important. Le patrimoine est vraiment conséquent. Il faut savoir que Alès Agglomération gère, à titre d'exemple, 60 captages d'eau. 60 captages d'eau, si on se compare avec notre capitale régionale et notre capitale nationale, qui est Paris, pour Toulouse et Paris, ce sont 3 captages d'eau seulement pour gérer ce service-là. Au niveau d'Alès Agglomération, nous gérons 300 réservoirs et reprises, pompages divers et variés sur le réseau. Quant à Toulouse, il y en a 56, à Paris, il y en a 8. Nous gérons 2000 km de réseau d'eau potable, c'est autant que la ville de Paris. Et nous gérons enfin 73 stations d'épuration, contre 6 seulement pour toute l'Île-de-France. Donc le patrimoine est vraiment très important, en grande partie sur un secteur rural. Donc beaucoup de linéaires de réseau pour alimenter finalement peu d'abonnés et d'habitants. Et est-ce qu'on sait, à cause de la vétusté du réseau, à peu près combien de mètres cubes d'eau se perdaient entre, avant d'arriver jusqu'au robinet des abonnés ? Alors, lorsque nous avons pris la compétence au 1er janvier 2020, on perdait en moyenne à peu près 5 millions de mètres cubes d'eau par an. C'est 40% du volume que l'on pompait. Et donc, le travail de la régie des eaux aujourd'hui au quotidien, c'est de renouveler des réseaux pour faire baisser ce chiffre, et également de rechercher les fuites au quotidien via une équipe de chercheurs de fuites qui parcourent le territoire pour essayer de les trouver et de les réparer au plus vite. Et Christophe Rivinc, pourquoi avoir créé la REAL, la Régie des eaux de l'agglomération alésienne, au lieu de choisir de déléguer la gestion de l'eau au service public, par exemple ? Écoutez, c'est un choix politique. Déjà, redire que cette prise de compétence au 1er janvier 2020 a nécessité des longues heures et des longues nuits de travail entre tous les élus, parce que j'avais souhaité à l'époque justement mettre tout le monde autour de la table pour essayer de construire le service de distribution des eaux. Et je crois qu'on va aussi un peu peut-être expliquer, il faudrait qu'on explique aux téléspectateurs à quoi correspond justement ce service de distribution de l'eau, à la fois le pompage, le traitement, la distribution. C'est très important aussi que tout le monde comprenne bien. Et donc, c'est des longues heures de travail qui nous ont conduit justement à vouloir garder la mainmise totale sur la gestion de l'eau. Et la création de cette régie, qui est un choix qui aurait pu se payer, qui aurait pu être, un mauvais choix à l'époque. Écoutez, aujourd'hui, je veux dire que c'est un bon choix parce que, écoutez, à travers les services communautaires de la REAL, qui a été créé, 90 agents,
écoutez, c'est une gestion directe. Mais nous avons aussi avec nous des grands groupes dont c'est le métier, notamment sur le pompage, puisque nous avons décidé, là aussi, pour des questions de compétences et de moyens à y mettre, de déléguer juste la production de l'eau, en l'occurrence c'est Veolia qui a gagné appel d'offres, et la gestion de nos stations d'épuration. Donc en fait, si vous voulez, c'est à la fois principalement une régie qui va facturer, qui va encaisser, qui va gérer, et aussi pour les parties de ce secteur très technique, nous faisons appel aux spécialistes que sont écoutez, les grands groupes internationaux qui travaillent dans l'eau. Et donc, c'est un mariage qui me paraît être assez équilibré et qui nous permet de dire que nous maîtrisons aujourd'hui, contrairement à d'autres territoires qui ont tout délégué, une partie de l'avenir justement de la gestion des eaux, et dans un système à la fois réglementaire et législatif très, très instable sur l'eau, puisqu'on voit qu'au niveau européen et national, les choses évoluent très fortement. Écoutez, c'est important de pouvoir maîtriser sans avoir des avenants à passer. Voilà, donc je suis très heureux de ce choix. Ça n'a pas été un choix facile, mais c'est un choix volontaire. Et aujourd'hui, je veux dire aussi à celles et ceux qui nous regardent que nous avons la chance d'avoir une belle régie des eaux que dirige Stéphane Gay, avec les 90 agents, j'en parlais tout à l'heure, et qui œuvrent à la fois dans tous les domaines de la distribution des eaux. Je voudrais redire 2 mots aussi sur ce qu'a dit Stéphane Gay, parce que réinsister sur ce fait-là, quand on se compare, entre guillemets, avec des grandes villes, on s'aperçoit les différences. Et je redis ce chiffre qui est quand même assez hallucinant, il faut que tout le monde entende. 2000 km de réseau sur Alès Agglomération, sur un territoire à peu près de 800 km², donc plus grand que Paris, pour 100 fois moins d'abonnés. Quand on sait que l'eau paye l'eau, parce que c'est de ça aussi qu'il faut expliquer, ça veut dire qu'on ne peut pas fiscaliser l'impôt local, l'impôt national ne paye pas la distribution de l'eau, c'est vraiment la facture d'eau qui doit payer le service. Ça a un impact ici comme ailleurs. Et au-delà d'Alès, moi je milite et je me bats pour justement faire évoluer cela. Parce qu'on s'aperçoit qu'au-delà même de l'agglomération, beaucoup de territoires, et notamment les petites communes, des petits syndicats, ne vont bientôt plus avoir les moyens, ou alors avec des prix de l'eau qui va dépasser les 10-20 euros du mètre cube, et ça je pense qu'on sera dans l'inacceptable pour la population. Nous, on n'est pas concernés par ça, mais voilà, il va falloir une grande réflexion sur tout ça, qui me paraît importante, justement, en prenant en compte ces spécificités, notamment sur le fait que le nombre d'abonnés au mètre linéaire doit être pris en compte plus que le rendement, puisque vous parliez du rendement, dont tout le monde parle aujourd'hui, 40% de fuite. Ça ne veut pas dire la même chose à Paris qu'à Alès Agglomération, puisqu'effectivement, il y a plus d'abonnés au mètre linéaire. Donc voilà, tout ça, il faut bien comprendre que c'est vraiment des systèmes qu'il faut regarder localement, et chaque système de distribution d'eau doit être vu à l'aune de son territoire. Et j'en termine là-dessus, juste pour dire qu'il n'y a pas le même accès à la ressource aussi, en Cévennes, dans le sud, dans le Languedoc-Roussillon ou l'Occitanie, ou dans le nord, ou effectivement dans l'est de la France. On n'a pas les mêmes accès à la ressource, l'eau n'est pas présente dans les sous-sols dans les mêmes quantités. Donc voilà, il y a beaucoup de différences et on ne peut pas traiter le pays comme dans beaucoup d'autres dossiers de la même manière, avec les mêmes lois sur ce grand problème de l'eau. Donc en 2020, le bilan a été fait, a révélé une extrême vétusté du réseau d'eau d'Alès Agglomération, dans certaines communes en tout cas. En partant de ce constat, il a été décidé à l'unanimité par tous les élus du territoire de le moderniser sous 10 ans. C'est le plan Alès Agglo 2030. J'aimerais qu'on en parle. Christophe Rivinc, pourquoi avoir fait ce choix alors que ce n'était pas une obligation ? Si, c'était une obligation, mais c'était une obligation. Ce qui n'était pas une obligation, c'est la durée, entre guillemets, de certains investissements. Mais l'obligation, c'était de répondre aux normes de l'État, notamment sur les eaux résiduelles, notamment sur les fuites, notamment sur la qualité de l'eau. On y reviendra, j'espère aussi, parce que c'est très important, le problème de la qualité de l'eau. Et donc, de toute façon, nous savions qu'il fallait nous remettre beaucoup de réseaux et de réservoirs aux normes, parce que même au niveau du personnel, puisqu'il y avait des réservoirs qu'on a trouvés dans des états plus que dégradés, avec des fuites, avec éventuellement des pollutions, des traitements d'eau qui n'existaient pas. Je rappelle une chose quand même, j'ai eu l'occasion de le dire, que 40% de l'eau distribuée sur le territoire de l'Alès Agglomération n'était pas potable 12 mois sur 12. Enfin, une partie de ces mois-là. Ça veut dire qu'au moins 4 mois de l'année, l'eau n'était pas potable au sens de la norme. Aujourd'hui, l'eau distribuée par la Réal est potable toute l'année, sur tous les réservoirs. Donc, et tout ça parce qu'un réseau, si vous voulez, qui fait 10 km, où il y a 200, 300 compteurs, a les mêmes contraintes qu'un réseau comme celui de Paris ou celui de la ville d'Alès. Et donc, à partir de ce moment-là, les investissements ne sont pas payables par les quelques compteurs, sinon ça ferait des prix du mètre cube, comme je disais tout à l'heure,
insupportable. Donc effectivement, tous ces travaux qui n'ont pas pu être faits, nous les faisons dans ce plan Alès Aglo 2030. Et je veux rendre aussi hommage à la responsabilité des élus qui ont accepté de comprendre qu'il fallait investir ce qui avait été chiffré par les services et les bureaux d'études, alors 200 millions d'euros entre l'eau et l'assainissement sur 10 ans, avec les conséquences que ça avait sur la facture d'eau. Parce qu'effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure et que je redis, l'eau doit payer l'eau. Et donc toutes ces dépenses-là doivent être financées. Et puis on a la chance aussi, quand même, on va le dire, d'avoir quelques financements de l'agence de l'eau du département qui nous aident bien pour la rénovation, notamment dans certains secteurs ruraux. Mais voilà, in fine, on paye. Donc voilà, il y a eu ce plan qui a été voté à l'unanimité, qui a été travaillé et qui va être phasé en fonction des urgences. D'abord la qualité de l'eau, ensuite les fuites, et ensuite l'amélioration de qualité de réseau. Mais il faudra encore beaucoup plus d'argent. Je ne veux pas rassurer personne. 200 millions d'euros, c'est une première étape pour remettre au niveau. Mais en fait, dans la réalité, il faudrait mettre 500-600 millions d'euros aujourd'hui pour vraiment répondre aux attentes globales, notamment sur les eaux résiduelles urbaines. Mais ça, on n'en a pas les moyens, parce qu'il n'est pas question de tripler ou quadrupler le prix de l'eau. Beaucoup d'habitants se posent des questions sur les nombreux travaux qui sont donc menés dans le cadre de ce programme Alès Aglo 2030, comme ce monsieur qu'on va écouter tout de suite. En quoi consistent les travaux effectués par la Réal au niveau du secteur de Clavières ? Alors plus largement, Stéphane Gay, j'aimerais qu'on parle des travaux menés dans ce plan Alès Aglo 2030. En quoi ça consiste et combien de chantiers ont été menés ces 5 dernières années ? Alors, ces cinq dernières années, on a réalisé, je parle là que des chantiers de grande ampleur, 350 chantiers, que ce soit sur l'eau comme sur l'assainissement. Donc ça fait en moyenne 70 chantiers par an, pour un montant de 73 millions d'euros hors taxe de travaux. Donc c'est vraiment considérable, c'est vraiment un effort qui est réalisé par l'agglomération. On les réalise un petit peu partout sur tout le territoire. La plupart de nos chantiers sont liés à la rénovation des infrastructures qui sont quand même relativement vieillissantes. Le président le disait tout à l'heure, on a récupéré certaines infrastructures qui méritaient vraiment une mise aux normes. Donc, beaucoup de travaux ces 5 dernières années, mais on va poursuivre, voire accélérer ces investissements. C'est le cadre, on travaille vraiment dans le cadre du plan Alès Aglo 2030, révisé, accéléré, puisque dès 2025, nous allons réaliser plus de 9 millions d'euros d'investissement dans l'assainissement collectif. On va démarrer de grands chantiers de réhabilitation, voire même de reconstruction de stations d'épuration, qui sont aujourd'hui plus aux normes et qui sont vétustes, et 13 millions d'euros sur la partie eau potable, essentiellement vraiment sur la réduction des fuites, le renouvellement des vieilles canalisations, mais également sur plusieurs secteurs de l'agglomération, sur l'amélioration de la qualité de l'eau. D'accord. Justement, on va en parler de la qualité de l'eau. Les nouvelles normes en matière de santé publique et de préservation de l'environnement et aussi de la qualité de l'eau ne cessent en fait de se renforcer depuis plusieurs années. C'est justement la préoccupation majeure de tous les abonnés quand on parle de l'eau. Généralement, la première réponse, les gens nous disent la qualité de l'eau. Voici quelques questions d'ailleurs des grands Alésiens à ce sujet. Concernant l'eau, est-ce que ça fait l'objet d'une vérification courante et est-ce que les normes évoluent concernant la qualité et la surveillance ? Serait-il possible d'avoir plus de visibilité sur le traitement de l'eau, de comment, par où elle passe, quels sont les produits utilisés pour assainir ? Moi j'aimerais savoir si je peux boire l'eau que j'ai au robinet, parce qu'on parle de PFAS, on parle de plein de choses, etc. Donc c'est quoi exactement quoi ? Mais je vais vous laisser répondre aux grands Alésiens. Stéphane Gay peut-être ? Alors, sur la qualité de l'eau du robinet, il faut savoir que l'eau du robinet est sans doute le produit alimentaire le plus surveillé de France. Et je pense que la France a sans doute les normes les plus strictes en matière de qualité d'eau dans le monde. C'est vraiment un pays référence à la matière. Donc oui, l'eau du robinet est extrêmement surveillée. Nous réalisons environ 2000 analyses par an, ce qui est quand même vraiment considérable. Et pour rassurer quand même nos grands Alésiens, on a les derniers chiffres qui sont tombés. 100% de notre eau est conforme sur les paramètres microbiologiques, donc tout ce qui est bactéries, et 99,85% de notre eau est conforme pour les paramètres physico-chimiques. Donc oui, c'est surveillé, oui, notre eau est de bonne qualité. Pour assurer aussi la population, en cas de problème sur la qualité de l'eau, nous les prévenons systématiquement. C'est arrivé par le passé. Nous prenons des mesures, ça peut aller jusqu'à la distribution de l'eau en bouteille, mais c'est extrêmement rare. Et donc oui, l'eau est très surveillée sur les agglomérations et répond à des normes très strictes, et je dirais même plus strictes que certaines eaux en bouteille. Oui, tout à fait.
certaines eaux en bouteille, comme, je ne sais pas si on peut citer de marque. On ne va pas citer de marque, mais enfin... On ne pourrait pas les distribuer au robinet du consommateur parce qu'elles ont notamment trop de sulfate, par exemple, pour être distribuées. Et où peut-on retrouver alors toutes ces informations concernant la qualité de l'eau, après les analyses? Les analyses d'eau, il y a deux types d'analyses d'eau. Il y a des analyses qui sont réalisées par le service au quotidien, qui est une surveillance interne. Donc ça, qui nous permettent d'ajuster les traitements, etc. Donc ça, ces analyses-là ne sont pas... restent au niveau du service. Par contre, la majorité des analyses sont officielles, commanditées par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Ces analyses-là sont publiques, donc on peut les trouver soit dans les mairies, toutes les mairies d'Alès Agglomération reçoivent les analyses, soit sur le site internet de la régie, soit sur le site de l'ARS. Voilà, tout est transparent. Et concernant les PFAS alors, parce que c'est le grand sujet en ce moment, tout le monde en parle, qu'est-ce qu'on peut en dire sur Alès Agglomération? Alors, ce qu'on peut dire de façon très claire et très nette, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, c'est qu'on va déjà se baser sur la réglementation. Il faut parler clairement. L'Europe a décidé, il y a maintenant 2-3 ans, qu'au 1er janvier 2026, donc l'an prochain, une vingtaine de ces fameux PFAS, ceux qui semblent être au niveau de la santé les plus dangereux, devaient être mesurés dans les eaux et dont la totalité maximum à retrouver dans les eaux devait être de 0,1 microgramme par litre, c'est bien ça. C'est-à-dire, pour que les gens comprennent bien, 0,1 microgramme par litre, parce qu'aussi il faut regarder de quoi on parle, c'est-à-dire c'est à peu près un sucre qui serait dissous dans 8 piscines olympiques. Là, ça parle clairement aux gens, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est important ou pas, mais on parle de zones de quantité extrêmement, de concentration extrêmement faible. De sa liste des 20 PFAS, puisque je pense que votre question est liée principalement au problème des TFA, donc qui agite aujourd'hui un certain nombre de personnes et beaucoup de médias. Concernant les TFA, qui ont été produits jusqu'à dernièrement à l'usine de Salindre, aujourd'hui, ces TFA, du fait, alors je ne rentre pas dans les détails, mais de leur longueur de chaîne carbonée, ne font pas partie, au sens des instituts de surveillance de la santé publique, des 20 PFAS dangereux. Donc on ne doit pas mesurer les TFA dans le cadre de la loi au 1er janvier prochain. Pour autant, comme j'ai l'occasion de le dire, et dans le principe de précaution, parce que ma priorité, c'est la santé publique, et ma priorité, c'est que ceux que nous distribuons, notamment dans l'eau potable, et pas que dans l'eau potable, ne créent pas, bien sûr, de problèmes de santé aux habitants. Donc j'ai demandé à la Réal, bien avant que la loi ne puisse nous y obliger, ce n'est pas encore le cas d'ailleurs, de mesurer à la fois tous les PFAS, les 20 fameux PFAS qui seront interdits ou à surveiller au 1er janvier prochain, 2026, mais également les TFA qui ne seront pas, pour l'instant, peut-être un jour, on verra, interdits. Ce que je peux vous dire, puisque ce sont des cabinets agréés sous le contrôle de mon directeur de la Réal, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons trouvé sur aucun des points de distribution d'eau d'Alès Agglomération les fameux 20 PFAS dans des quantités supérieures à la norme. Donc nous sommes conformes aux normes européennes de 2026. Nous avons trouvé sur certaines communes, effectivement, des TFA dans des concentrations importantes, mais ils ne font pas partie, effectivement, des PFAS qui vont être interdits. Là, il faut être très clair. Alors, j'entends bien, et encore, il y a quelques jours, qu'il y en a qui se posent des questions. Ils ont raison. Moi aussi, je me pose des questions. Et j'ai demandé, je veux le redire aussi, j'ai demandé aux autorités de santé, à Santé publique France, à l'ARS, de nous dire clairement quel était le danger pour la santé des TFA. Parce qu'il faut d'un côté arrêter de faire peur du tout et avoir un principe de précaution, et de l'autre côté ne pas prendre de risques. Or, aujourd'hui, personne ne sait nous dire de façon scientifique le risque que comporte l'ingestion de TFA pour la santé. Et très anecdotiquement, sur les TFA, notez qu'il y a eu une étude qui est parue il y a maintenant quelques jours montrant les villes de France où on trouve des TFA dans l'eau potable. Et là, on s'aperçoit, alors qu'ils n'étaient fabriqués qu'à Salindre, à l'usine Solvay, que même dans la ville de Paris, qui ne fabrique aucun TFA, avait des TFA dans l'eau potable dans des proportions un peu élevées. Donc voilà, il faut comprendre que, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais j'ai beaucoup interrogé de scientifiques, et effectivement, les TFA, il y en a un peu partout. Donc, je redis, et je profite de cette émission pour redire que j'attends de Santé publique France des éléments factuels sur l'impact sur la santé. Et si jamais on m'explique, comme on me dit aujourd'hui, qu'il y a très peu de chances, ou de malchance en l'occurrence, que ça puisse avoir un impact sur la santé, je me conforme aux normes. L'eau d'Alès, en matière de PFAS, de toute Alès Agglomération, est conforme aux normes. Oui ou non, monsieur Gay? Tout à fait.
Voilà, et c'est des laboratoires qui le disent. Donc il faut arrêter. Après, on peut discuter ad vitam aeternam. Et dernier petit point sur les TFA, parce que je veux aussi que nos téléspectateurs l'entendent. Si demain, nous étions contraints ici comme ailleurs, hein, c'est-à-dire quasiment dans quasiment tous les secteurs de France, de ne pas distribuer de l'eau sans aucun PFAS, il faudrait mettre en place des procédés de traitement qui seraient tellement onéreux, notamment quand on parle d'osmose inverse, c'est-à-dire c'est des filtres qu'on est en train plus de développer extrêmement performants, et ça coûte des millions d'euros. Et donc, alors je ne parle pas d'Alès puisqu'on n'est pas concerné, mais celles et ceux qui vont être concernés, il va y avoir des contraintes énormissimes. Donc oui, je redis une chose qu'il faut entendre, l'eau distribuée au robinet en France et principalement sur Alès Agglomération est le produit le plus surveillé en termes de santé de France. L'eau est totalement conforme et l'eau du robinet est meilleure pour la santé, c'est pas moi qui le dis, ce sont les études, que beaucoup d'eau en bouteille. Donc voilà, il faut entendre ça, et beaucoup moins cher. Donc voilà, il faut entendre ça. Moi, je veux rassurer les gens, mais je suis vigilant parce que ma priorité, c'est la santé des habitants du territoire d'Alès Agglomération, et que si j'avais des éléments qui me prouvent que c'est un problème pour la santé, je prendrais des mesures fortes, mais qui sont... Donc voilà, rassurons-nous, on a des services qui vont, et puis on fait des analyses qu'on ne doit pas faire, en plus de celles qu'on doit faire. Voilà, j'ai été peut-être un peu long, mais je crois qu'important de parler clairement sur cette affaire pour rassurer celles et ceux qui doivent, parce que je comprends que ça cause de l'émoi, et moi aussi, en l'occurrence, je peux me poser beaucoup de questions, mais je bois de l'eau du robinet, je le dis, donc sans aucun problème. Bon, après la qualité de l'eau, on va parler du prix, de la facture, parce que l'évolution de toutes ces normes impose forcément de devoir investir davantage, ce qui peut se répercuter sur le prix de l'eau. On va écouter 2 questions à ce sujet. La facture d'eau, c'est une grosse partie de taxes et une petite partie de consommation d'eau, quoi. Donc là, il faudrait revoir ça. Je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus de transparence sur la lecture des factures pour que le consommateur soit bien informé de ce qu'il paye et ce qui risque d'augmenter et pourquoi. Alors, ce qui peut être intéressant d'expliquer aux gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on paye lorsqu'on paye le prix de l'eau, en fait ? Alors, plusieurs éléments. Et d'ailleurs, pour répondre, mais Stéphane Gay précisera, déjà sur les factures, vous avez toutes les dépenses qui sont et tout ce qui... le détail de toute cette facture. Je veux dire aussi que 100% de la facture d'eau ne rentre pas dans la poche de l'Alès Agglomération. Il y a des taxes, il y a bien sûr comment dire, que ce soit l'agence de l'eau, que ce soit la TVA, que ce soit tout ça, bien sûr, qui sont reversés à l'État, aux agences de l'eau. Sur le reste, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est bien d'insister là-dessus parce que c'est peu su, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut partager, c'est-à-dire que l'eau doit payer l'eau, et le fait d'avoir une régie, c'est-à-dire qu'on ne sort pas de bénéfices qu'on distribue à personne. Une régie ne produit pas de bénéfices. C'est-à-dire que comment on fait un budget de l'eau ? On regarde la totalité des dépenses afférentes au service de l'eau, donc personnel, électricité, renouvellement, amortissement des dettes, achat d'eau, tout ça. Ça fait un budget annuel qu'on divise par le nombre de mètres cubes vendus. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas de profit, il n'y a pas de frais de siège, il n'y a pas tout ça. Donc ça nous permet d'avoir un prix que nous contrôlons et un prix le plus abordable possible par rapport à d'autres services qui sont délégués. Donc qu'est-ce que c'est que l'eau ? Je le dis, l'eau c'est gratuit. On est d'accord. L'eau, elle est partout, c'est à peu près là. Ce qu'il y a de plus, en plus grand nombre sur notre Terre, on est fait d'eau, même notre corps, il est fait à 80% d'eau, on est de l'eau, hein, tous et toutes. Les océans, c'est la plus grande partie. L'eau, donc il faut aller la chercher. Donc il faut rechercher déjà, ça coûte. Ensuite, il faut la pomper, la remonter à la surface quand même. Et puis après, on l'analyse pour voir un peu la qualité de cette eau. Et puis on la traite. Alors suivant les endroits, c'est pas le même traitement, hein, parce qu'il y a de l'eau qui est quasiment propre, si on va la chercher profond dans le karst, et bien effectivement, et puis après et puis il faut la distribuer. Donc là, c'est des tuyaux qu'on met, et puis après, il faut arriver chez les gens, on met des compteurs, et puis après, il faut réparer les fuites éventuelles, il faut allonger les réseaux quand il y a des constructions, et puis après, il faut facturer. C'est-à-dire qu'on prend, comme j'ai expliqué tout à l'heure, toutes les dépenses, on divise par le nombre de mètres cubes vendus, et puis on émet une facture. Ça aussi, c'est la réal, et après, il faut encaisser. Donc voilà, à peu près, de façon très schématique, l'eau ne coûte rien, certes, mais pomper, c'est des charges d'électricité, des charges de traitement, les chlores et d'autres choses, les stations de traitement, les réservoirs qu'il faut entretenir, surveiller, par exemple, le plan Vigipirate et tout ça, ça coûte, mettre des alarmes sur les réseaux, surveiller les fuites, chercher les fuites. Voilà, c'est tout ça, ce travail autour de l'eau, qui est colossal. On est un des pays, voire le pays au monde, je le redis, qui avons le plus beau réseau de distribution d'eau. Performant. Le plus performant, quand même. Il faut quand même aussi, de temps en temps, arrêter de se fouetter ou se faire du mal. Voilà, et tout ça, ça a un coût. Et ce coût, c'est le prix
de l'eau et de l'assainissement. Quant à l'assainissement, je voudrais en dire 2 mots aussi, et Stéphane précisera, l'assainissement c'est essentiel aussi, parce qu'en fait, une fois qu'on rejette, quand on tire la chasse, quand on ouvre son évier, où ça part dans les stations. Soit, il y a comme ça se faisait dans les siècles anciens, ça part au ruisseau, et puis advienne que pourra, il n'y a plus le droit, et heureusement, donc on traite les eaux, on les canalise, là aussi, voilà. Ça arrive dans des stations, on dégraisse, on sort les boues, on enlève les boues, et ça a un coût, parce qu'une station d'épuration, notamment ce qu'on appelle les boues activées, c'est-à-dire en fait il y a des produits mais pas que, il y a surtout du traitement physique, et après on sort les boues qu'il faut traiter, et l'eau, une fois qu'elle est nettoyée, elle repart à la ressource qui va encore rentrer dans le sol et qui va servir en aval aux communes, qui va être à nouveau pompée, à nouveau traitée, à nouveau servie au robinet. L'eau, c'est un cycle. En fait, il faut bien comprendre. Donc nous, ce qui coûte quasiment le plus cher aujourd'hui, c'est le traitement des eaux usées. C'est ce qui coûte quasiment le plus cher. Ça coûte plus cher que le pompage à distribution d'eau, hors investissement et renouvellement de réseau. Voilà, très schématiquement, mais il faut qu'on retienne une chose, c'est que le prix de l'eau, c'est vraiment ce que ça nous coûte. Aujourd'hui, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de... Voilà, tout est réinvesti. Tout est réinvesti dans le service et essentiellement dans les travaux. D'accord. Et justement, Stéphane Gay, est-ce qu'on a un exemple concret de ce que représente l'augmentation du prix de l'eau sur la facture d'un ménage ? Alors, en moyenne, sur l'année 2025, l'augmentation va représenter environ 8 € TTC par mois, sachant que pour eau et assainissement confondu, tout compris, sachant que ça c'est pour un foyer moyen qui consomme environ 120 m3 par an, ce qui est la moyenne nationale. Donc voilà l'effort effectivement financier qui est demandé pour arriver à réaliser l'ensemble des travaux que l'agglomération doit réaliser pour se mettre aux normes, que ce soit sur l'eau comme sur l'assainissement. Et faire face à l'inflation, faire face aux normes. En fait, on est contraint. Ce qu'il faut bien qu'on comprenne aussi, c'est que l'eau, voilà, il y a des gens qui décident à Paris ou à Bruxelles, et nous, ça s'implique à nous, donc on est obligé de faire ça, sinon on est dans l'illégalité, on peut être attaqué, on peut se retrouver au pénal, voilà, c'est quelque chose de chaud, mais on ne met en place, on ne travaille que pour mettre en place ces règlements qui sont édictés, parfois à mon avis trop compliqués et trop drastiques, mais enfin sur le fond, il faut suivre les lois, dans un état de droit, c'est important. Ce qu'il faut dire aussi, alors je sais que les gens n'aiment peut-être pas qu'on dise ça, mais que l'eau, ça reste quand même une dépense mineure de chacun des foyers par rapport à l'énergie. Si vous comparez mensuellement votre facture d'électricité ou votre facture d'eau, en moyenne, on va payer 3 à 4 fois moins en volume pour l'eau que pour l'électricité. Si vous comparez avec Internet, avec la téléphonie, c'est quasiment 4 ou 5 fois moins pour l'eau, qui est un bien précieux et nécessaire, que pour la téléphonie, les télés, tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, ça reste une dépense, c'est pas une des dépenses les plus importantes d'un foyer. Alors, c'est toujours allant d'augmenter l'eau, mais ça veut dire en moyenne, je pense qu'en France, on dépense à peu près 200 € pour tout ce qui est téléphonie, télé, je sais pas quoi, canal, Netflix, Internet, en moyenne, dans les foyers, et on dépense en moyenne 60 € pour l'eau. Voilà, il faut retenir ces chiffres, c'est pas les chiffres d'Alès, c'est les chiffres nationaux. Autre chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que concernant certains secteurs, notamment la ville d'Alès, parce que c'est une ville urbaine, le prix de l'eau est tout à fait dans la moyenne nationale. Il y a sur les territoires sur lesquels il a fallu beaucoup investir et tout ça, de l'eau on paye un peu plus que la moyenne nationale, mais on n'est pas au double de la moyenne nationale sur le prix de l'eau. Donc voilà, la facture à Alès agglomération, c'est un secteur, on va dire, et globalement entre la moyenne nationale et plus 15% par rapport au prix moyen national, qui est compliqué, parce qu'on compare des autres à Paris, on l'a dit, Paris, vu les faibles, vu globalement le nombre d'abonnés par rapport au réseau, le prix de l'eau peut être beaucoup moins cher et il pèse lourd dans la moyenne. Mais on va dire, si on se compare avec des territoires comme les nôtres, voilà, on a des factures quand même qui restent, parce que je le demande aux services et aux bureaux d'études qui nous accompagnent, on est à peu près dans la moyenne. Voilà. Et le fait d'avoir une régie nous permet d'avoir une eau quand même acceptable. On pourrait remonter à 97 avec la remunicipalisation et tout, mais qui explique aussi la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui fait que nous avons quand même des réseaux sur ces parties-là qui vont pas mal. Stéphane Gay, est-ce que la Réal conseille aux abonnés de mensualiser leurs factures ? Alors oui, tout à fait. C'est très important que les abonnés puissent au maximum se mensualiser, parce que justement, ça leur permet de lisser cette dépense obligatoire qui est celle de l'eau potable et de l'assainissement. Donc oui, il n'y a aucun souci. Moi, j'invite vraiment les usagers à se mensualiser. La Réal est là pour les accompagner pour la mise en place de la mensualisation, que ce soit sur notre site internet, que ce soit par téléphone, que ce soit en accueil physique. C'est vraiment un conseil qu'on peut leur donner. Ça évite aussi d'oublier de payer des factures.
Plus qu'un conseil, permettez-moi Stéphane, c'est plutôt une demande qu'on fait. Parce que, excusez-moi de vous couper la parole, mais l'une des problématiques que nous avons sur l'eau aussi, c'est les impayés qui augmentent. Alors, dans les impayés, je veux être clair aussi. Donc, celles et ceux qui ne sont pas en capacité de payer l'eau pour des questions de ressources, on les traite. Voilà, les CCAS, on aide les gens. Là aussi, personne sur ce territoire ne se verra privé d'eau potable dans l'impossibilité de payer. Donc ça, on évacue ce problème, et notamment le CCAS de la ville d'Alès prend en charge les factures d'eau. Le département du Gard. Le département du Gard, voilà. Donc là-dessus, c'est clair, on ne parle pas de ça. On parle de celles et ceux qui oublient, qui n'ont pas envie et qui ont les moyens de payer l'eau et qui en plus ne font pas attention sur la ressource. Donc à partir de ce moment-là, je vous demande instamment, à la fois pour faire baisser le coût du service, donc peut-être à terme d'augmenter moins ou de pouvoir baisser le prix de l'eau, c'est-à-dire plus on se mensualisera, plus on se fera prélever, moins il y aura besoin de personnel pour gérer les relances, gérer les factures. Vous savez, une relance, un litre recommandé, combien ça vous coûte Un peu plus de 6 €. Voilà. À chaque fois qu'on oublie juste, on est obligé d'écrire. Voilà, ça fait 6 € qui sont passés. C'est à peu près 10% de la facture mensuelle. Donc ça, c'est refacturé à tout le monde. Donc c'est vrai qu'on va sur le site de la Réal. Oui. Comment ça s'appelle ? Réal.fr. Réal.fr avec 2 A et Alès.fr, il y a un lien sur la Réal. Donc allez-y, passez aussi à Mériprime. Ça aussi, c'est un appel que je fais pour peut-être vous mensualiser. Je peux vous garantir une chose, c'est que vous ne risquez rien avec la mensualisation. Nous sommes un service public, c'est une agglo en l'occurrence. Donc voilà. Donc merci de le faire, ça vous tranquillise, ça nous sécurise, ça nous coûte moins cher. Donc ça vous coûte moins cher puisqu'on répercute les coûts. C'est important de le dire. Merci Christophe Rivinc et merci Stéphane Guay pour toutes ces explications, c'était très complet. Merci Laura. Vous trouverez une page spéciale sur le plan Alès Agglo 2030 dans le journal Alès Agglo du mois de février